Merci Christian. Mais tu as tout dit, donc j'ai rien à ajouter, d'autant que nous sommes venus essentiellement pour vous écouter, Madame la Ministre, et écouter également Monsieur Christian Blanc tout à l'heure. Encore que malheureusement je ne serai pas présent, je devrais m'absenter, mais c'est pour un bon motif, vous l'imaginez volontiers. C'est parce que j'irai à l'inauguration d'une plateforme ferroviaire au Bergenville. C'est important quand on parle de la métropole, quand on parle de la structuration, quand on parle des transports notamment. Il y a un très grand projet, Société du Grand Paris, tu l'as évoqué, 35 milliards d'euros de travaux, plus l'ensemble des logements, une école qui seront construites à cette occasion. Et notamment, on a besoin d'avoir un instrument pour former les apprentis à l'entretien des voies. Et donc, on va inaugurer demain une voie exceptionnelle, une très belle installation qui va permettre de former 350 jeunes sur ces métiers qui sont des métiers en tension. Donc rien à dire, sauf peut-être une ou deux questions à poser. C'est plus facile à ma place qu'à la vôtre qui devrait répondre peut-être tout à l'heure, en tout cas à certaines de ces questions. On a évoqué hier le fait métropolitain, je n'y reviens pas, sauf à insister sur le fait que nous devons être très prudents à ne pas causer une fracture sociale entre la métropole, qui avance vite, très vite, qui est très technologique, et le reste de la population qui ne serait pas dans cette métropole et qui ne pourrait pas bénéficier des mêmes avantages. Peut-être est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas sans lien avec ce que je viens d'indiquer très sommairement. Deux questions simplement. D'abord, travailler dans la métropole, c'est nécessairement un peu différent de travailler ailleurs. Travailler dans la métropole, ça pose des problèmes sur le lieu de travail. Et on voit bien on vit dans une société qui est une société qui demande beaucoup de flexibilité. À l'occasion des travaux récents qui ont été menés sur ce point, en vue de préparer notamment la loi Elan, l'une des questions qui s'est posée, c'est est-ce que le système juridique français que nous connaissons avec un bail 369, ça a encore un sens aujourd'hui, alors qu'une entreprise veut pouvoir bouger très vite. Et ceux qui travaillent dans cette entreprise, aujourd'hui, ne souhaitent pas nécessairement avoir, comme hier, un bureau fixe. On a eu les bureaux, les larges espaces de travail. Maintenant, c'est même plus le sujet, c'est le coworking. Je veux pouvoir me déplacer commodément avec mon ordinateur, travailler partout. Travailler partout, et en même temps, il n'y a pas que le lieu de travail, c'est travailler aussi à tout moment. Ce qui pose tout le problème des horaires de travail que vous connaissez bien, sur le travail le dimanche, sur le travail le soir. À tout moment, je dois pouvoir être joint et répondre. Et pour autant, il faut bien qu'il y ait un statut. À l'occasion d'un dîner d'hier soir, on évoquait le sujet en disant la distinction que vous connaissez mieux que moi entre le travail salarié et le travail indépendant posait problème. On voit aujourd'hui un certain nombre de travailleurs qui sont en fait une solution de mixité. Et le seul vrai sujet, c'est qu'ils n'ont peut-être pas encore un statut qui méritera d'être peut-être reconnu sans que ce soit rigide pour autant. Deuxième interrogation, c'est vivre dans la métropole. C'est pas très loin en fait. Parce que vivre dans la métropole, ça pose exactement les mêmes problèmes. D'une part, on l'a évoqué un peu hier, on a plus cette segmentation entre le lieu de vie, le lieu de commerce et le lieu de travail. Tout ceci peut être mélangé dans une mixité qui nous permettrait de retrouver quelque chose du village d'hier en quelque sorte, mais en même temps, les logements sont différents, comme les bureaux. Ils sont différents. D'abord, ils doivent être générateurs de leur propre énergie. Ils doivent être connectés à de multiples services. Et puis, en même temps, ça pose tellement de problèmes sur la flexibilité que les promoteurs immobiliers eux-mêmes s'interrogent en disant est-ce que je peux construire encore des immeubles de bureaux comme hier? On a de très bons programmes en cours sur lesquels on a des interrogations de ce point de vue. Est-ce que, si je parle du logement, est-ce qu'on peut apporter une réponse à la question simple qui est le constat d'aujourd'hui? On voit bien que les prix immobiliers dans les centres-villes, a fortiori les centres de métropole, sont très élevés, ce qui a pour effet de chasser un certain nombre de populations, de résidents, en dehors des frontières de la métropole, avec tous les problèmes de transport qui s'en suivent. Et l'une des questions qui est posée, c'est de dire finalement pourquoi est-ce que les logements sont si chers? Il y a une réponse partielle apportée par la loi Elan, une bonne loi qui vise à donner plus de flexibilité, à alléger les procédures. Il reste que les logements sont chers, et s'ils sont chers, quand on interroge les promoteurs, ce n'est pas la construction qui coûte cher, c'est le foncier. Parce qu'on peut imaginer demain d'acheter, et après tout, on a les outils juridiques pour y parvenir, un peu comme dans d'autres villes, j'achète pas le foncier, j'achète juste la construction. Et le terrain, il reste propriété de la ville ou peu importe. En tout cas, ça permettrait de réduire de manière substantielle, sans doute, le prix des logements. Ça ne suffit pas à nos interrogations, il y en a une autre.
On est allé se promener avec, notamment par Île-de-France, capitale économique, dans quelques villes connectées, Singapour, la Smart City, tout ça sont des sujets qui nous intéressent. Et on avait une question qui était une question très différente cette fois-ci, un peu sociologique. Techniquement, on peut être connecté en permanence sur un tas de sujets soi-même, le bureau, le logement, la voiture. Juste une interrogation, si je suis excessivement connecté, est-ce que ce n'est pas une atteinte quelque part à ma liberté? Et pour un peuple comme le nôtre qui est particulièrement sensible par sa civilisation à cet aspect du mode de vie actuel, oui, il y a une interrogation. La connexion a peut-être des limites, autrement dit, c'est le droit, à certains moments, à être déconnecté. Et puis il reste une question, une seule, mais qui n'est pas de notre ressort ici. Lorsque nous rencontrons des investisseurs ou des acteurs économiques et que nous leur vantons, à juste raison, les mérites du Grand Paris et les mérites de la France, qui a fait beaucoup de progrès depuis 18 mois environ en termes d'attractivité, et ceci est apprécié par chacune et chacun, il reste une ou deux questions. La première question, c'est de dire assez souvent, est-ce qu'on pourrait investir dans le Grand Paris? On dit non, c'est pas possible, puisque c'est un financement public, même si ça pose quelques difficultés qu'on imagine volontiers, surtout lorsque le budget est passé en peu de temps de 25 à 35 milliards environ. Mais il pose une autre question. Je suis séduit par ce que vous faites dans la métropole francilienne. J'y viendrai volontiers, je voudrais volontiers implanter une usine, des bureaux. Je vois toutes les aides qui me sont apportées par les différentes collectivités locales, la mairie, l'intercommunalité, le département, la métropole, la région. À propos, quel est le numéro de téléphone unique qui me serait utile? Et à propos, si au dernier moment, après que j'ai pu bénéficier de toutes ces aides, on me dit que le permis de construire dépend d'une seule personne, qui est le maire, pour lequel j'ai le plus grand respect et la plus grande considération, est-ce que ça correspond exactement à souci d'efficacité que je peux exprimer? C'est une question qui n'est pas de mon ressort, mais en tout cas, c'est une question qui est posée très volontiers par les investisseurs que nous avons aussi vocation à représenter dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée.